En France, on sait épargner, c'est pas investir malheureusement. Plutôt que de mettre cet argent sur un compte courant ou sur un livret A, il faut mettre l'argent au travail. La vie, c'est un choix. C'est est-ce que tu veux un peu maintenant ou beaucoup plus tard ? Moi, je veux beaucoup plus tard. L'exemption d'impôt sur la plus-value sur la résidence principale, vous pouvez imprimer ce que je vais dire là sur une blockchain si vous voulez, ça va finir par sauter, partiellement. C'est sûr, c'est qu'une question de temps. Je trouve que cette recherche rapide du succès, elle est un peu malsaine. Le succès, c'est pas rapide. C'est long, c'est dur, et c'est dans la difficulté que tu vas te forger. Donc, n'essayez pas de brûler des étapes. Lancez-vous. Juste écoutez votre petite voix, parce que quand tu vas être sur ton lit de mort, t'as pas envie d'avoir de regrets, quoi. Si tu devais garder un seul secret, un seul conseil pour devenir riche aujourd'hui, ça serait lequel ? Ce serait de... Comment devenir riche en France aujourd'hui ? Beaucoup de gens disent vouloir devenir riche, mais très peu savent comment y arriver et par où commencer. Et dans le même temps, on entend beaucoup de bullshit sur Internet, de très mauvais conseils, parfois même des arnaques. Dans cet épisode, avec Mounir de Finari, on va tout reprendre, mettre des chiffres, des stratégies et voir ce qui fonctionne vraiment. Salariat, entrepreneuriat, investissement, lequel peut vraiment vous enrichir et à quelles conditions ? Salut Mounir. Salut Mathieu. Avant de commencer, c'est quoi être riche pour toi ? Écoute, j'ai écrit un livre sur l'argent qui s'appelle « Investir pour être libre ». C'est ça pour moi en fait, c'est être libre. C'est être libre de faire ce que tu veux de ton temps, de le passer avec les gens que t'aimes, de travailler sur les sujets qui te plaisent. Et tu vois, juste avant qu'on commence, tu parlais d'un entrepreneur qui a monté plusieurs boîtes, qui maintenant fait du contenu. Pour moi, lui, il est riche parce qu'en fait, il fait ce qui lui plaît, et il rend compte à personne. Et ça, on n'a qu'une vie, tu vois, je ne veux pas tomber dans le pathos, mais on n'a qu'une vie, il faut vivre à fond. Et l'argent, pour moi, c'est juste un moyen de structurer sa vie et de l'organiser comme on l'entend. Chacun le fait comme il veut, mais c'est ça, ouais. C'est vraiment faire ce qu'on veut, avec qui on veut, quand on veut. Ouais, d'ailleurs, cet entrepreneur, tu vois, il avait monté une boîte qui ne lui plaisait pas vraiment. Et il a dit, voilà, moi, je veux vendre le plus rapidement possible, même si je perds de l'argent, c'est pas grave. Est-ce que pour toi, il y a un montant, à partir de quand on peut quand même se considérer comme riche, ou c'est juste vraiment que ton confort personnel et ta psychologie qui jouent ? J'en parlais récemment avec des clients de notre gestion de fortune. Et on avait un débat justement sur à partir de combien tu es riche. Sachant que tous les gens autour de la table sont considérés comme riches statistiquement, tu vois, c'est top 1% français. Donc on va dire plus de 2 millions d'euros de patrimoine. C'est même plus de top 1%. Et on se disait peut-être que c'est à partir de... Enfin, eux, en tout cas, c'était à partir de 1 million d'euros cash. De patrimoine liquide ? Ouais, je dirais patrimoine financier, donc liquide. Que net ? Ouais, net. Donc, typiquement, tu vends ta boîte, tu vends des parts, tu vends des actions, peu importe. Tu encaisses 1 million d'euros. Ça te donne quand même une liberté de ne plus regarder l'addition au restaurant, de ne plus regarder le prix dans les magasins. Ça ne veut pas dire que tu vas faire n'importe quoi. Hein. Là, j'ai rencontré peu de gens finalement qui font n'importe quoi, qui sont malgré leur richesse. Mais c'est vraiment ce confort psychologique de ne plus devoir regarder les prix dans le détail. Après, évidemment, tu vois, si tu vois que je sais pas, tu prends un vol et que la business coûte 10 fois plus cher que l'éco, en fait, tu prends pas la business, quoi, tu prends l'éco. Et je dirais que ça arrive à partir de 1 million d'euros. En tout cas, c'était le consensus autour de la table. Et je pense que tu peux... j'y adhère à cette valeur-là. Mais encore une fois, c'est très, très relatif, puisque si tu vis en Thaïlande, sur une petite île, tu n'as pas besoin d'avoir les mêmes moyens que si tu vis à New York, à Manhattan, sur la 5e avenue, puisque tu as un coût de la vie qui est très différent. Est-ce que toi, tu te considères comme riche ? Moi, je me considère comme libre. Et aujourd'hui, je fais ce que je veux. Tu vois, j'ai longtemps pensé que l'argent me rendrait heureux. J'étais persuadé par ça. Mes parents viennent tous les deux de familles vraiment très modestes. Eux ont bien réussi, mais c'était vraiment la classe moyenne plus, quoi. Mon père gagnait très bien sa vie, mais ils n'ont jamais vraiment créé de patrimoine parce que ils n'investissaient pas. Il n'y avait pas d'éducation financière. Et donc, moi, je sors de là et je me dis, j'ai vraiment envie de passer le cap, tu vois, et de plus avoir la peur qu'eux avaient de retomber dans la pauvreté. C'était vraiment un truc assez viscéral. Et ouais, donc je pense aujourd'hui avoir financièrement les moyens pour ne plus me poser cette question. Par contre, j'ai aussi découvert que finalement, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Parce que une fois que tu as ce confort de plus devoir regarder forcément les additions et compagnie, tu te rends compte qu'il faut bien que tu aies un sens dans ta vie.
Et moi, mon sens, c'est Finari. C'est ce que je fais tous les jours pour une bonne partie de la journée. Je pense que je travaille pas loin de 12 heures, minimum 12 heures en fait. En réalité, c'est assez intense. Tu travailles le week-end? Ouais, je travaille le week-end. Ouais. Je travaille pas le samedi généralement. Mais je travaille de 8h à 20h30. Tu vois, c'est un peu la blague avec ma copine. Elle me demande quand je vais rentrer. J'arrive pas à rentrer avant 20h. De partir avant 20h30 du bureau, pour moi, c'est vraiment dur. Donc, je fais 8h, 20h30, 21h quasiment tous les jours. Le samedi, je travaille pas, par contre, parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi que le système se relance, quoi. Il faut rebooter la machine et il faut faire autre chose. Au bout d'un moment, tu vois, tu regardes ton ordi, tu deviens fou. Donc, moi, j'aime bien aller dans la nature, mais j'ai pas des loisirs en fait qui coûtent très cher. J'aime bien aller jouer au tennis avec des copains. Moi, je paye plutôt pour des expériences. Donc, typiquement, j'aime bien jouer au tennis. Je vais me prendre un coach top niveau, mondial, parce qu'en fait, je veux que l'heure ou les 2 heures qu'on va allouer à ça, ça soit vraiment, ça soit top, quoi, ça soit génial, qu'on passe un super moment. Et je veux aussi, vu que je suis un compétiteur, je veux m'améliorer en permanence. Donc, je paye pour ça. Mais sinon, tu vois, moi, j'ai un pull, un t-shirt que je mets dans toutes les vidéos. Mais c'est aussi parce que ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas d'avoir des super belles montres, une super belle voiture. Je m'en fiche, tu vois. Je prends le métro, je viens à pied ou je prends des vélos en libre service. J'ai pas d'amour des biens matériels. Ça ne m'intéresse pas. Donc ouais, dans ce sens-là, aujourd'hui, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Je bosse sur le sujet qui me passionne et je pense qu'il te passionne aussi, qui est les finances perso. Mais je le fais pas pour le sujet de fond, en fait. Je le fais parce que j'ai envie de partager. Et la mission de Finari, tu vois, elle a pris le pas sur tout le reste. Donc évidemment, ça me rend heureux de voir que la boîte fonctionne et qu'elle est valorisée à un gros montant. C'est génial. Mais c'est pas ça ça suffit pas pour se lever le matin. Franchement. Et d'ailleurs, ceux qui veulent devenir riches, entreprendre, c'est trop dur en fait. Si c'est ça votre moteur, et vous abandonnerez avant. Il faut que vraiment le sujet intéresse fondamentalement pour que, même dans les moments où tu es un peu dans le creux de la vague, tu te relèves et tu y retournes. Quels sont selon toi les principaux leviers pour devenir riche aujourd'hui? Posséder du capital. Ça paraît basique, hein, mais si tu es salarié et que tu ne possèdes pas du capital, tu vends ton temps contre de l'argent. Si tu arrêtes de vendre ton temps, tu arrêtes de gagner de l'argent. C'est vraiment le principe de base. Je vois beaucoup les politiques aiment bien opposer les patrons, les salariés. Tu vois, on est toujours dans ce discours, je trouve, assez qui antagonise tout le monde, mais pour moi, il est absurde, il est complètement dépassé. Aujourd'hui, tu as plein de dispositifs qui permettent aux salariés de devenir en fait des actionnaires. Donc la première chose, c'est de posséder des parts, en fait. Si tu veux, on reviendra sur comment le faire. Il y a plein de façons intelligentes de le faire. La deuxième chose, c'est de faire quelque chose qui est en demande. Si ta passion, c'est la lithographie, je ne suis pas sûr que tu arriveras à vraiment devenir riche avec. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne passion. C'est juste qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce que s'arrachent la plupart des entreprises. Et donc, ce que s'arrachent la plupart des entreprises, c'est des savoir-faire spécifiques, pointus. Le métier de développeur, tu vois, c'est le métier par excellence. Aujourd'hui, il y a une pénurie de développeurs qui est incroyable. Même avec l'IA, même avec la productivité qui augmente, un bon développeur, ça a encore énormément de valeur. Et c'est en forte demande et ça ne va jamais baisser, en fait. Ça va juste s'amplifier. Donc, je dirais que la deuxième chose, c'est vraiment se former à des métiers ou sur des compétences qui sont en demande. Et la troisième chose, c'est aller là où il y a les gens les plus intelligents. Et tu vois, il y a un livre, c'est plutôt un article de blog à la base, je crois, qui s'appelle The Network State. Et donc, c'est un gars qui s'appelle Balaji, qui est assez intéressant. Son nom est assez difficile à dire, donc je ne vais pas le dire. Il a écrit cet article sur le Network State. Et en gros, ce qu'il faut en retenir, c'est que ta réussite va être conditionnée par l'endroit où tu es et donc par les gens qui t'entourent. Et tu sais, on dit souvent, on est la somme des gens qui nous entourent. C'est vrai, c'est complètement vrai. Et donc, si tu vas entreprendre dans la Creuse, c'est juste que ça va être super dur parce que tu vas aller dans ton village et tu vas parler aux gens. Personne ne s'intéresse à ton sujet. Moi, je viens de Chambéry, en Savoie. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs dans la tech. Il y en a, hein. Il y en a. Et je les admire parce qu'ils sont un peu en autarcie, quoi. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir. C'est juste que tu baisses tes probabilités. Et le meilleur endroit, si tu veux entreprendre dans la tech au monde, mais il n'y a même pas de débat, c'est San Francisco. Si tu vas dans la Silicon Valley, Silicon Valley, c'est à côté de San Francisco, mais si tu vas à San Francisco aujourd'hui, c'est le meilleur endroit au monde. Tu peux me demander pourquoi j'y suis pas.
J'y suis allé et j'ai ramené ce que j'ai appris en France. Le Y Combinator, c'était là-bas? Le Y Combinator, c'était là-bas. Alors moi, je ne l'ai pas fait là-bas puisque c'était le Covid et donc on ne pouvait pas y aller, mais j'y suis retourné après de nombreuses fois. Et j'y vais chaque année en pèlerinage avec des amis entrepreneurs. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. C'est marrant, tu vois. Et en fait, la Silicon Valley, c'est quoi? C'est une zone industrielle. C'est nul. Il n'y a rien à voir. San Francisco, bon, c'est une ville plutôt sympa. Mais tu vois, la blague un peu à San Francisco, c'est de dire il n'y a rien à faire. Franchement, ce n'est pas une ville où les restos sont incroyables, où tu peux sortir le soir et c'est génial. Non, c'est plutôt chiant en fait. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a beaucoup de nature, par contre, ça c'est top. Et donc, c'est aussi ça qui fait que les gens là-bas, ils y vont. Ils se mettent dans un tunnel, mais c'est vraiment voulu. Hein. Si tu vis à Palo Alto, tu vois, on parle souvent de Palo Alto, Cupertino, là où il y a Apple, mais il n'y a rien à faire vraiment. Les dîners là-bas, c'est à 6h c'est à 18h, tu vois. On te dit rendez-vous à 18h pour le resto. À 19h, tu es chez toi. À 20h, tu as éteint la lumière, tu es au lit. Tu n'as rien d'autre à faire. Par contre, tu es entouré de gens qui ont une niaque énorme. Il y en a 9 sur 10 qui vont se planter, mais le 10e, c'est Sam Altman en gros. Le 10e, c'est Jensen Huang de Nvidia. Et ça sera aussi grâce aux 9 autres. Exactement. Ouais. Et les 9 autres vont peut-être être le 10e sur la boîte d'après. Et donc, il y a cette espèce d'optimisme. Et en même temps, tu as plein de gens super intelligents autour de toi. On n'est pas moins intelligents que les Américains, pas du tout. C'est juste qu'il y a cette concentration de talent et de réussite qui fait que c'est le meilleur endroit pour entreprendre dans la tech. Et j'aimerais, tu vois, que la France devienne ce vivier. Je pense qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Mais pourquoi pas à l'avenir? Donc, si tu optimises pour ces 3 facteurs, je pense que tu peux déjà vachement t'enrichir. Et le dernier truc que je voulais te dire qui est lié au 3e facteur, c'est que un truc que j'ai fait tôt dans ma carrière, c'est que j'ai toujours favorisé les gens et l'expertise par rapport au salaire. C'est-à-dire que je suis allé là où les gens étaient intelligents plutôt que là où la rémunération était la plus haute. Et ça, c'est quelque chose qui m'a valu beaucoup de moqueries de plein de potes et de questionnements de ma famille parce qu'ils disaient mais c'est débile d'aller là puisque tu gagnes 10K de moins que dans cette haute job. Et en plus, cette haute job, c'est une boîte qui est mondialement connue, c'est un grand groupe, donc ça doit être bien. Moi, je ne me reconnaissais pas dans les grands groupes et dans le côté corpo, ça ne me plaisait pas trop. Et donc, j'ai bossé dans des startups qui n'étaient pas connues et que personne, a priori, qui ne faisait pas rêver, en tout cas, mon entourage. Mais dans ces startups, il y avait des gens hyper intelligents. J'ai appris et donc je me suis formé. Et in fine, ça a été beaucoup plus rentable parce que j'ai aussi appliqué le premier principe. J'avais du capital dans une de ces startups. Elle a été introduite en bourse et donc j'ai pu gagner pas mal d'argent. Mais quand tu es jeune, optimise pour ça. N'optimise pas pour faire du dropshipping à Dubaï. Tu vois. Je trouve ça, c'est certainement une voie intéressante qui peut marcher. C'est juste que je trouve que cette recherche rapide du succès, elle est un peu malsaine. Le succès, c'est pas rapide. C'est long, c'est dur. Et c'est dans la difficulté que tu vas te forger. Donc, n'essayez pas de brûler des étapes. C'est normal. Et soyez prêts à prendre des risques et à prendre des chemins de traverse et optimisez toujours pour l'entourage des gens intelligents. Tu sais, on dit toujours la PayPal Mafia, tous les gens qui ont bossé chez PayPal avec Peter Thiel à l'époque, ils sont allés créer plein de boîtes. Mais c'est ça, en fait. Il faut que tu cherches ta prochaine mafia. Et ça aura beaucoup plus de valeur que le logo cool sur ton CV ou la grosse boîte ou le fait que tu sois dans un nom qui claque. Je te propose de parler des 3 gros piliers en gros pour aujourd'hui gagner de l'argent. Ouais. Donc le salariat, l'entrepreneuriat et l'investissement. Un petit peu commencer à parler du salariat finalement. C'est un petit peu aussi toi ce qui s'est passé au tout début. Tu disais que tu as travaillé dans une startup et tu avais du capital. Elle s'est introduite en bourse et c'est ça qui t'a fait gagner aussi beaucoup d'argent. Ouais. Juste avant de parler de ça, donc le salaire net médian en France, c'est 2200 € par mois. Et la hausse des salaires en France avoisine les 2% en 2025. Donc globalement, ça couvre tout juste l'inflation. Donc si on reste dans juste ce mécanisme-là, on ne va pas aller très loin. Est-ce que, selon toi, on peut devenir riche en étant uniquement salarié ou est-ce qu'il y a forcément un plafond de verre? Il y a un plafond de verre, c'est sûr. Si tu es dans les top salariés d'une boîte, tu es par exemple dirigeant de Total. Là, j'ai vu une vidéo où il ne connaissait pas exactement le montant d'impôt qu'il payait. Beaucoup de gens, d'ailleurs, se moquaient de lui. En fait, ça m'étonne à moitié parce que je pense que dans sa vie doit être tellement folle que c'est vraiment le cadet de ses soucis. Oui, il a sûrement un comptable qui Bien sûr fait qu'il sa a un déclaration. comptable. J'espère qu'il ne fait pas sa déclaration d'impôt. Ce serait absurde. Il faut voir en fait le temps, ce que lui rapporte son temps par rapport à ce que ça lui coûte. Mais donc,
hormis ces cas d'exception, mais qui ne concernent personne, tu vois, enfin, être, je sais pas, top 20 dans une grosse boîte du CAC 40, bah, comme on l'a dit, c'est le top 20, quoi. Donc, il y a littéralement 20 personnes sur 100 000 personnes. Tu vois, j'ai bossé chez Sanofi, il y avait plus de 100 000 salariés de mémoire quand j'y étais. Alors, ouais, on gagnait bien notre vie, mais tu vois, quelqu'un qui était très bien, qui était bon, un cadre sup, gagnait peut-être 100, 150 000 euros, ce qui est beaucoup, hein. Mais c'est pas avec ça que tu vas devenir riche, effectivement. Parce que, à moins d'avoir développé un réflexe d'épargne qui est très important, tu vas généralement aussi ajuster tes dépenses. 150 000 euros de dépenses, tu as des enfants, tu vis dans une belle maison en banlieue à Paris. Bah, en fait, tu dépenses une grosse partie et donc net, à la fin, il ne te reste pas grand-chose. Et donc oui, tu auras une bonne situation, tu seras probablement millionnaire à la retraite, mais tu ne seras pas riche parce qu'au final, tu n'auras jamais eu cette liberté. Donc oui, c'est possible. Tu peux avoir une carrière de top exec, mais la réalité, et d'ailleurs les top exec, tu regardes leur package, vous pouvez regarder là, prenez le rapport annuel de n'importe quelle boîte cotée, vous regardez comment le PDG est rémunéré, c'est en stock option. Il a une partie fixe, mais il a une partie variable. Et en fait, plus il livre, ou elle livre du résultat, plus on lui donne des actions. Donc on en revient au point, c'est bien sûr que tout le monde, on peut devenir très riche en étant salarié, c'est trop bien. Tout le monde n'a pas besoin d'entreprendre, c'est pas du tout le but du jeu. Il faut aussi arrêter avec cette espèce d'envie de dire à tout le monde, allez, on entreprend. Non, tu vois, moi, ma mère, elle n'aurait jamais pu entreprendre de sa vie. Mais ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Elle a besoin d'une certaine sécurité. Par contre, je pense qu'elle a apporté beaucoup de valeur dans son entreprise, mais elle n'avait pas de part. Et donc, forcément, au moment de la retraite, on est sur une retraite ridicule, quoi. Donc, oui, salarié, évidemment, mais il faut avoir des parts. Ou il faut optimiser pour les gens qui t'entourent. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est OK de dire, bah, allez, pendant les 5 prochaines années, finalement, mon patrimoine, il ne va pas beaucoup augmenter. Je vais investir quand même. On dira après comment. Ouais, on va parler d'investissement après. Mais vraiment détenir les parts, que ce soit le plan épargne entreprise, le plan épargne groupe, ça s'appelle le plan épargne collectif. Il y a plein de noms. C'est super important. Et beaucoup de gens découvrent, souvent grâce à des vidéos comme les nôtres, qu'il y a un plan d'épargne dans leur entreprise. Et ils disent oui, j'ai ce truc, j'ai jamais regardé. Il y a un abonnement. Il y a un abonnement. 300%. Voilà, donc ça, tu mets 1 euro, l'entreprise abonde, te donne de l'argent gratuit. C'est quand même exceptionnel, x3. Les grands groupes, moi je l'ai vécu chez Sanofi encore, et j'ai pas d'action Sanofi, je précise, je suis pas actionnaire de la boîte, je suis plus. J'avais du 300%. Et je me suis dit, attends, c'est un truc de dingue. La première année où j'ai eu ça, je me suis dit, mais c'est exceptionnel ce dispositif. Et j'en parlais avec mes copains de promo, parce que j'étais en apprentissage. Et je leur disais, mais vous avez ce truc de l'abondement, vous aussi? Ils disent, ah ouais, on l'a. Et vous le faites? Non, on le fait pas, parce qu'on prend le cash tout de suite. Donc, au lieu de remettre au pot et d'avoir l'abondement, eux, ils sortaient l'argent, ils payaient évidemment toutes les charges, les cotisations, l'impôt sur le revenu et compagnie. Et c'était un peu ce truc de gratification immédiate ou gratification différée. C'est ça, pour moi, la vie. La vie, c'est un choix. C'est est-ce que tu veux un peu maintenant ou beaucoup plus tard? Bah, moi, je veux beaucoup plus tard. Et donc, l'épargne salariale, c'est ce dispositif qui permet d'avoir ça. J'ai eu un cas intéressant récemment sur une analyse de patrimoine où c'était un pilote chez Air France qui se demandait s'il devait mettre dans son plan d'épargne entreprise, il n'y avait pas d'amendement chez Air France, et si oui, est-ce qu'il doit mettre dans l'allocation qui était en gros 90% MSCI World, 10% quelque chose d'autre, des obligations je crois, ou 100% actions Air France. Et je lui ai dit, déjà j'ai regardé le cours d'Air France qui a fait je crois moins 75% sur les 10 dernières années, donc pas terrible. C'est un peu ma règle de base, c'est quand il y a l'État dans une entreprise, moi j'y vais pas, mais bon après c'est très personnel. Et surtout je lui disais, par principe de diversification, vu que tu bosses déjà dans la boîte, à moins d'être hyper confiant sur la capacité de la boîte à tout exploser, dans le bon sens du terme, ouais peut-être que ça vaut le coup de mettre ses œufs dans un autre panier. Forcément si Air France se casse la gueule, t'as tout perdu. À la fois ton emploi qui est compromis et ton portefeuille, quoi. Ouais, après tu peux aussi dire exactement l'inverse. Tu peux dire, si tu bosses par exemple, je ne sais pas, chez Uber est coté en bourse, quelque part, est-ce que tu n'es pas le mieux placé pour être actionnaire? Puisque tu as un impact quand même qui va être relatif, à part si tu es encore une fois très haut dans la hiérarchie, mais tu es aux premières loges. Donc quelque part, ça aligne les intérêts. Mais ça, c'est très personnel. Mais en tout cas, l'épargne salariale, c'est un dispositif qui est génial. Nous, on a un dispositif chez Finari qui s'appelle les BSPCE.
bons de souscription aux porteurs. Enfin bref, c'est pas très important, mais c'est en gros le droit d'acheter des titres plus tard. Donc c'est une option gratuite, c'est assez génial. En plus avec un traitement fiscal relativement favorable, qui n'est pas incroyable, mais c'est OK. Et ça, c'est une façon d'intéresser les salariés au capital. Et donc ils ont chacun, quand ils signent leur contrat, un certain nombre d'actions, enfin une option pour acheter un certain nombre d'actions. Et ça, d'ailleurs, on l'a fait au moment de la série B. On a permis à des salariés qui étaient là depuis longtemps, donc pour la plupart 4 ans et demi, 4 ans et demi, ouais, de vendre une petite partie de leur part. C'était des montants très importants. On parle vraiment de montants importants. Je ne vais pas les donner, mais tu vois, pour certains, c'était plus d'1 an de salaire. Quand ça se passe, quelque part, tu prouves que ce que tu prêches depuis des années, c'est possible. Et ça, c'était dans un contexte où la boîte a encore énormément de potentiel. Moi, je rêverais de rendre tous les salariés chez Finari millionnaires. Et c'est peut-être un gros mot de dire ça dans la France actuelle, mais moi, ça me rendrait fier. Ça me rendrait extrêmement fier. Donc, c'est normal que chacun ait un petit bout. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Quand on a fait la levée, il y a plein de salariés qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Ça serait bien qu'on reparle quand même des BSPCE parce que ça m'intéresse d'en voir plus. » Et j'aurais dit « Les gars, moi, je vous l'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours dit que quand j'étais en start-up, j'ai toujours renégocié mes BSPCE à la hausse. Jamais mon salaire. Ça ne m'intéressait pas le salaire. Et donc, j'ai parié aussi sur le fait que la boîte allait réussir. Moi, mon play, c'était de dire si je suis dans cette boîte, c'est qu'elle va réussir. Si j'y crois pas, je m'en vais. Je ne vais pas rester là. Mais si je suis là, je mets all-in. Donc, j'ai mis all-in. T'as bien fait? Ouais, j'ai plutôt bien fait. J'ai gagné pas mal d'argent grâce à ça. Et c'était la première fois de ma vie que j'avais une somme à gérer, donc c'était assez intéressant. J'ai fait plein de conneries d'ailleurs. Mais en tout cas, ça a matérialisé le fait que quand tu travailles dur et quand tu as du capital, ça marche. Et ça a changé ma vie. J'ai gagné quasiment 10 ans de salaire le jour de l'IPO. Tu vois. Ouais. Donc c'est conséquent. J'aurais jamais pu avoir ça avec toutes les augmentations que je voulais. Donc au bout d'un moment, il y a un plafond de verre. Donc le salariat, oui, évidemment, si c'est ce qui vous convient, si vous avez envie de cette sécurité, c'est génial. Il y a plein de belles boîtes, mais allez dans les boîtes qui vous font plaisir déjà, qui vous font kiffer. Regardez s'il y a un plan d'épargne entreprise. Et s'il n'y en a pas, regardez s'il y a des BSPCE ou des AGA, des actions gratuites. Et s'il n'y a rien de tout ça, posez-vous la question de savoir si c'est vraiment pour vous. Je vois souvent des boîtes où il y a des très gros bonus en cash. Typiquement, tu vois, les banques d'investissement. C'est comme ça que... Ou les fonds de private equity, il y a du carry. On va dire les banques d'investissement, elles payent des bonus sur... tu génères un certain PNL, un certain chiffre d'affaires. Et du coup, tu touches une partie de ton PNL. C'est le métier, métier d'opérateur de marché, de trader, de sales, etc. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est génial. Mais qu'est-ce que tu crées finalement comme richesse sur le long terme ? Tu peux le réinvestir par ailleurs, tu vois, mais ouais, c'est ça. Encore une fois, tu vends ton temps. Donc moi, ce que j'aime bien vraiment, c'est détenir une partie du capital. C'est vraiment ça, l'énorme accélérateur de richesse. Et ça, c'est pas un mythe, tu vois, c'est réel. C'est réel et il y a plein d'entreprises qui ont des dispositifs. Encore une fois, c'est pas assez valorisé. Mais je crois qu'en France, il y a 3 millions de personnes qui ont de l'épargne salariale. C'est énorme quand même. 3,5 millions, si je ne veux pas dire de bêtises. C'est énorme. Je pense qu'il y a la moitié qui ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Ouais, donc renseignez-vous sur votre épargne salariale. Demandez à vos RH ou demandez, c'est le CE qui gère ça souvent. Donc tu vois, d'ailleurs, moi, quand on gérait ça, je parlais avec la CGT et la CFDT, les syndicats, parce que c'est eux qui mettaient ça en place. Et je peux te dire qu'eux, ils étaient hyper bien formés. Ils savaient ce qu'étaient des ETF. Ils étaient là en train de débattre les frais. C'était hyper marrant. J'ai eu des discussions. Il y avait Goldman Sachs qui débattait avec la CGT. Et vu qu'on les avait formés, les syndicalistes, ils étaient super bons, quoi. Et ils se battaient pour les droits des salariés, mais c'était pas du genre on opposait quoi que ce soit. C'était genre, mais pourquoi on vous paierait pour que vous fassiez moins bien que le benchmark ? C'était assez intéressant. Donc, renseignez-vous. Il y a peut-être un dispositif. Et si vous n'en avez pas, posez-vous la question de savoir ce que vous faites là. Et c'est vrai qu'en France, quand même, l'argent reste relativement très tabou. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui savent même pas leurs collègues combien ils gagnent ou combien ils ont renégocié, etc. Moi, c'est un conseil que je donne souvent, c'est parler d'argent et juste renégocier votre salaire. Déjà, si ça se trouve, vous êtes beaucoup moins payé que votre collègue qui juste, lui, a renégocié. Ouais. Et toi, du coup, ce que tu dis, c'est renégocier, oui, le salaire, mais aussi, pourquoi pas, les BSPCE. Donc, c'est assez intéressant. Tu as raison. Après, je me rends compte que je suis dans une position assez privilégiée parce que quand j'ai privilégié les BSPCE au salaire, j'avais
pas d'enfant, j'ai toujours pas d'enfant. J'avais pas d'enfant, j'avais pas de dépenses, je vivais comme un moine, tu vois. Donc, j'avais pas un train de vie qui demandait d'avoir ça. Donc, je me rends compte que, tu vois, c'est pas Ouais, pas à la forcément. portée de tout le monde, évidemment. Si c'est dur à la fin du mois, tu vas Voilà. pas renégocier des IBSPCE Non, pour évidemment. être riche plus Et tard. l'idée, c'est pas de se mettre en difficulté et de dire, allez, j'ai un ticket de loto et j'espère que ça va marcher. Non, il faut quand même que tu puisses avoir un peu de levier. D'ailleurs, un truc qui est tout bête aussi, c'est vous pouvez essayer d'augmenter votre salaire, vous pouvez aussi essayer de baisser vos dépenses. Là, je veux dire, un truc qui est vraiment très simple à faire, c'est d'appeler aux assurances et tous les trucs qui sont récurrents et de renégocier ou de changer de prestataire. Si vous avez un crédit, tu vois, l'assurance emprunteur, si vous avez celle de votre banque, spoiler, elle est beaucoup plus chère que celle d'un tiers. Donc, vous avez le droit de transférer si les garanties sont les mêmes. La banque va vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est obligatoire. Ça, c'est une économie qui est instantanée, quoi. Vous faites ça, boum, à la fin du mois, vous avez peut-être économisé 50 €. Sur un crédit IMO d'une résidence principale, c'est monstrueux. Sur 20 ans, Sur sur 20 25 ans. ouais, c'est très, très conséquent. Ouais, c'est ça. Les abonnements téléphoniques ou tous les abonnements qu'on compile, là, bah ça, il y a autant d'opportunités d'aller ajuster le budget. Mais encore une fois, on est en train d'optimiser, tu vois. Donc, si tu veux vraiment t'enrichir, à un moment, si tu n'as pas de capital, franchement, ça va être très, très difficile. Et j'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs. Tu vois, j'étais encore avec un entrepreneur ce matin qui est dans le top 500 challenge. France. Bah, évidemment qu'il est entrepreneur, évidemment qu'il est au capital, mais évidemment qu'il est sur le pont. Tu vois, enfin, on parlait d'un sujet, il était sur le pont. Ça fait 30 ans que le gars, il est sur le pont. Peut-être moins, 20 ans. Mais il est sur le pont non-stop. Évidemment qu'il est extrêmement riche. Mais pour le coup, ses salariés qui sont là depuis longtemps se sont aussi extrêmement enrichis. Et je pense qu'il paye très bien ses salariés, tu vois. Mais in fine, il n'y a pas de secret, tu vois. Il a pris des risques, il a donné de la valeur à des clients, et du coup, il en a prélevé une partie. Et c'est ça, l'entrepreneuriat, en fait. C'est juste ça. Tu crées de la valeur, et c'est pas un jeu à somme nulle, tu vois. Tu n'as pas volé quelque chose à quelqu'un, tu as créé de la valeur, et du coup, tu en prends une petite partie. Donc, c'est vrai que, et je ne veux pas spoiler ta prochaine partie, mais si tu veux vraiment passer le cap, ouais, au bout d'un moment, tu peux avoir du capital en tant que salarié, mais si tu as ta boîte, c'est quand même plus simple. Mais justement, tu as raison, on peut passer à l'entrepreneuriat. Tu as commencé à en parler, donc, et même finalement côté salariat, ton conseil c'est quand même d'avoir de l'action, d'avoir du capital, et donc au final d'être propriétaire d'entreprise, c'est ça, avoir du capital. Capital donc, qui est un gros mot, hein. Je voyais quelqu'un ce matin dire dans un débat, ou c'était hier soir, c'était une députée qui disait « Moi, j'ai pas de retraite par capitalisation » et on lui disait, bah si, en fait, puisque vous êtes fonctionnaire, donc vous avez le régime obligatoire. Et vraiment, tu sentais que le mot capital, c'est Karl Marx, en fait. C'est vraiment, c'est le patron qui va engloutir des pauvres. Mais c'est pas du tout ça, quoi. Enfin, vraiment, on est dans une vision qui est complètement dépassée. D'ailleurs, elle a bien rougi quand elle a compris qu'effectivement, elle avait... Je pense que c'était pas terrible comme... Mais bon, ça montre aussi... C'est inquiétant de se dire que cette personne-là va aller voter pour ou contre quelque chose. Et je dis pas qu'il faut faire de la capitalisation, qu'il faut faire de la répartition, peu importe. Mais tu vois, je trouve ça assez scandaleux quand même. Les sénateurs ont un régime d'ailleurs aussi par capitalisation. Il est hybride, mais il est extrêmement excédentaire. C'est un régime qui cartonne. Et ils ont, de mémoire, 400 ou 500 millions d'euros d'actions dans ce régime. Mais ça, personne n'en parle, tu vois. Personne n'en parle. Mais pourtant, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sujet de pouvoir servir les recettes, les retraites des sénateurs. Parce qu'en fait, ils se constitué leur petite caisse noire, qui est complètement légale. Mais pourquoi les Français, ils n'auraient pas le droit d'avoir la même caisse ? Donnez-leur le choix, quoi. Donc, investir en actions en bourse, quoi. Ouais. L'entrepreneuriat. Alors, il y a aussi quand même pas mal de mythes sur l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, j'ai regardé les chiffres. En 2024, il y avait 1 111 000 entreprises qui ont été créées. Mais 9 entreprises sur 10 ne dépassent pas 5 ans. C'est dingue. Alors, on n'a pas les chiffres en France, mais aux US, les revenus moyens des entrepreneurs sont inférieurs aux revenus moyens des salariés. Voilà, donc on dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est un chemin pour devenir riche. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est aussi parfois un mythe qu'on voit sur LinkedIn ? C'est un mythe. C'est un mythe parce que tu as le biais du survivant, en fait. Tu vois, je ne sais pas, Zuckerberg, tu vois, qui est, bon, évidemment richissime. Mais pour un Zuckerberg, il y a combien d'entrepreneurs dans le cimetière virtuel, hein, mais... Tu vois le top 500 sur Challenge, effectivement. Ouais. On n'a pas les 500 aussi qui se sont... On n'a pas les 500 000 qui ont essayé et qui se sont plantés. Ouais, c'est ça, et on n'a pas non plus le chemin qu'ont parcouru ces gens-là pour y arriver.
Alors, il y en a qui ont hérité, on va pas se mentir. Il y a en France, il y a une grosse partie du patrimoine qui est passé par héritage. Et c'est pas bien ou pas bien, c'est juste qu'il y a un problème d'ascenseur social, tu vois. Et ça, c'est un vrai sujet pour le coup. Mais la plupart des gens qui se sont enrichis, en tout cas la plupart que j'ai croisés moi, ils te racontent des histoires et tu te dis, c'est quand même épique, tu vois. C'est quand même épique si tu veux, à un moment, vraiment exploser les plafonds. Et encore une fois, le moteur ne peut pas être l'argent parce que ça ne sera pas assez puissant. Il faut vraiment que tu sois passionné par ton sujet. Et tu vas te prendre des portes, mais d'une violence. C'est les montagnes russes permanentes. Et il y a un de mes mentors qui m'a dit une phrase qui m'a vraiment marqué. Tu vois, un jour, j'allais le voir, c'était à YC. Je vais le voir avec mon associé Julien. Il lui dit, franchement, là, c'est trop dur, quoi. On a l'impression qu'on est... je sais même plus ce que c'était le problème aujourd'hui. Je pense que c'est un truc ridicule. Mais ça nous paraissait impossible à surmonter. Et donc, il nous trouve une solution en 2 secondes. Évidemment, il nous dit, bon, votre problème, il est merdique. Voilà, faites ça et arrêtez de me faire chier. Et ensuite, je lui dis, mais comment tu fais, toi? Lui, il a une boîte qui vaut plusieurs milliards. Comment tu fais? Et il me dit, mais ça ne devient pas plus facile, mais tu deviens meilleur. Et en fait, c'est ça. Et comment tu deviens meilleur? On en revient à ce que je disais au début. Tu deviens meilleur parce que, en fait, tu te prends des claques, tu t'es au creux de la vague. Et c'est dans ces moments-là que, en fait, tu trouves des ressources et du coup, tu reviens et tu es plus fort. Donc, c'est cette espèce de résilience permanente. Donc, oui, l'entrepreneuriat, tu as des réussites exceptionnelles, mais ne regardez pas que les gens qui sont dans la lumière. Regardez aussi les millions d'entrepreneurs dans l'ombre qui, eux, se battent, qui ont du mal à payer leurs charges et dont la plupart, malheureusement, vont jamais réussir à cartonner. Moi, je le vois même dans les gens qui ont lancé des startups en même temps que moi. On appelle ma cohorte, les gens qui ont lancé entre 2020 et 2021, on va dire. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont fait faillite. Et ça ne veut pas dire que c'est des mauvais entrepreneurs. C'est juste qu'il y avait un problème de timing. Ou alors, il y avait on dit la plupart des boîtes ne meurent pas, elles se suicident. La plupart des fondateurs abandonnent, en fait, avant de... On pense que c'est parce que tu n'as plus de cash que tu arrêtes. Mais non, c'est parce qu'en fait, tu es désespéré. Donc, il faut aussi voir le coût psychologique. C'est vraiment d'une violence, tu vois. Et moi, je peux en parler librement parce que j'ai aucun problème à évoquer ça. Tu vois, là, typiquement, en ce moment, moi, ça va super bien. Mais si on se voyait il y a un mois, franchement, j'étais dans le dur. C'était vraiment dur. Ouais. Le mois d'avant, j'étais au firmament parce qu'on venait d'annoncer la levée. Le mois d'avant, l'enfer parce qu'on était en train de closer la levée. Donc, on était en train de gérer tout un tas de sujets juridiques extrêmement complexes. Donc, si tu veux, en termes d'équilibre, il n'y a pas d'équilibre. Tu vois, on parle de l'équilibre vie pro, vie perso. C'est quoi ça? Je ne connais pas. Ça n'existe pas chez moi. Mais je l'accepte. Ouais. Et donc, c'est à ce prix-là que, effectivement, la réussite financière peut être démesurée par rapport à effectivement, ce que tu as cité tout à l'heure comme chiffre moyen. Mais c'est vraiment, le coût, il est monstrueux. Il faut vraiment en avoir conscience. Je le disais, c'est tous les jours, non-stop, tous les problèmes arrivent chez toi parce qu'une entreprise, c'est un entonnoir. Donc, si ça arrive tout en bas, c'est que c'est un gros problème et c'est toi qui vas devoir trancher. C'est super dur de gérer de l'humain. Moi, j'ai une équipe incroyable. J'adore chaque personne qui est là et si je devais recommencer Finaria aujourd'hui, je reprendrais les mêmes personnes. Mais en fait, il y a toujours plein d'aléas, plein de sujets. Trouver des gens qui sont talentueux, c'est super difficile. Donc, il y a tellement... Et puis, il n'y a pas de manuel, en fait, tu vois. Moi, je crée un peu une banque de zéro. Mais qui est le dernier qui a créé une banque de zéro? Il y en a pas, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, est-ce qu'il te livrerait les secrets? Bah non, évidemment, tu vois, je vais pas appeler le fondateur de Revolut parce que c'est dans sa tête, mais évidemment, c'est pas mon concurrent. Mais tu vois, on est en train d'être quand même dans des marchés qui sont similaires. Alors, j'ai pas la prétention de dire que je suis comme Revolut, mais tu vois, il y a personne qui t'explique comment ça marche. Et donc, en fait, tu cherches. Des fois, tu te plantes. Et je trouve ça minable quand des journalistes se gargarisent de l'échec de quelqu'un. Je trouve ça vraiment pitoyable, tu vois. Et des fois, tu réussis. Mais regardez le nombre de plantages qu'il y a eu avant les réussites. Et franchement, tu vois, là, j'ai vu récemment que Marc Simoncini, qui avait monté Mythique, avait planté sa boîte de vélo, Angel. Et je voyais des gens qui disaient « Ah, c'est génial, il le mérite et tout. » Mais c'est pitoyable. Je ne connais pas Marc Simoncini, tu vois, mais il avait réussi avec Mythique, c'était un génie. Il a échoué avec Angel. Et là, d'un coup, c'est un vilain. Et c'est quoi cette histoire? Il a essayé, il a fait quelque chose de compliqué. Est-ce qu'il a fait des erreurs? Certainement, on sera le premier à le dire.
Maintenant, tu vois, c'est peut-être ça la différence entre les US et nous. C'est qu'aux US, ils auraient dit « Allez, c'est pas grave, t'as essayé, t'as échoué, on continue. » Et ici, on te cloue au pilori au moment où t'es quelque part le plus vulnérable. Donc, il faut juste avoir conscience de ça. C'est un métier aussi qui est très solitaire parce que tu parles à qui le soir quand tu as un problème? À personne, en fait. Enfin, tu as tes associés, mais c'est à peu près tout. Tu as tes amis entrepreneurs, mais tu peux pas tout dire. Et puis, tu as ce côté aussi chaud, tu vois. Tout ce que tu dis pourra être retenu contre toi et pourra être déformé. Donc, l'équipe attend de toi que tu apportes de l'énergie, que tu apportes une vision. C'est un peu comme l'entraîneur de foot. L'entraîneur de foot, même s'il va mal, il faut que dans le vestiaire, il donne de l'énergie, tu vois. C'est pas lui qui va gagner le match sur le terrain, mais dans le vestiaire, ça va quand même être clé. Tu vois, c'est un truc qui est difficile à comprendre pour les gens, mais pourquoi Roger Federer ou pourquoi Novak ou Sinner, ils ont des entraîneurs? C'est pas pour le tennis, c'est pour le mental. Bah, le fondateur ou la fondatrice, elle va pas faire beaucoup de choses. En tout cas, au début, oui. Après, ça va assez rapidement s'arrêter. Elle va surtout trouver des gens qui vont faire. Et donc, c'est réussir à fédérer ce groupe. Et même quand toi, tu vas pas très bien, eh ben, c'est quand même donner de l'énergie aux gens. Et ça, c'est vraiment un truc qui est extrêmement épuisant. Mais franchement, après avoir dit tous les trucs qui étaient durs, quel kiff. Ouais. Quel kiff, parce qu'en fait, c'est là où tu te réalises. Tu crées un objet à ton image que tu façonnes. Et en fait, c'est comme si tu débloquais des nouveaux niveaux. Parce que ce que tu vis, c'est des choses que tu ne pouvais même pas imaginer. T'as pas d'enfant, mais Finari, c'est ton bébé? Et bien sûr que c'est mon bébé, et je l'aurai toute ma vie, tu vois. Et c'est un bébé dont je suis très fier, qui me dépasse aujourd'hui et qui est notre bébé collectif, tu vois, avec tous les membres de l'équipe. Mais ouais, c'est exceptionnel comme aventure. Et franchement, tous ceux qui se sentent l'âme et qui n'osent pas y aller, j'ai vraiment qu'un message, c'est juste allez-y. Juste lancez-vous. Et au pire, vous vous planterez. Et alors? On est deux entrepreneurs, mais par contre, on a pris des voies complètement différentes. Ouais. Moi, tu vois, au début, j'ai monté ma micro-entreprise. Donc, j'étais auto-entrepreneur. Puis après, ça a grossi. J'ai monté ma société, puis une autre, etc. Toi, tu as plutôt l'esprit start-up. Donc là, récemment, par exemple, tu as levé 25 millions avec Finari. Pourquoi avoir pris ce chemin-là de levée de fonds, etc. Et évidemment, donc, il n'y a pas forcément besoin de suivre ce chemin. On peut monter sa micro-entreprise, heureusement, assez facilement en France. On peut faire les deux. D'ailleurs, je pense que si tu veux t'enrichir, le plus simple, c'est encore de détenir 100% de son capital et de croître doucement. Tu vois, là, j'ai croisé un entrepreneur qui m'a raconté qu'il vendait sa société après 30 ans. Ouais. Il avait 100% du capital. Il avait 100% du capital. Il la vendait pour un très gros montant, très, très gros montant. Mais il me disait, j'adorerais avoir cette trajectoire que vous avez. Et moi, je lui disais, j'adorerais avoir la trajectoire que tu as ou le capital que tu as. Donc, tu vois, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Lui, ça a été très long, mais à la fin, c'est énorme. Moi, effectivement, je vis l'aventure sous stéroïdes. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, au début, on s'est regardé avec mon associé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Nous, on veut rendre le pouvoir aux épargnants. On veut créer un nouveau standard pour gérer son argent. Donc, concrètement, on recrée une banque de zéro et on va rajouter toutes les briques pour que, finalement, ce soit le tout en un pour ton argent. Et ça, c'est un business qui nécessite de la confiance. L'argent, c'est de la confiance. Tu le sais, ta réputation, c'est ce qui a le plus de valeur chez toi, c'est ce qui a le plus de valeur chez nous. Et donc, on s'est dit comment on va faire dans une industrie qui est très régulée, dominée par des acteurs qui sont extrêmement puissants, les grandes banques. J'imagine aussi qu'il faut un gros capital pour lancer une banque. Évidemment. Et donc, tu as des barrières un peu de partout. Et donc, en fait, assez rapidement, le choix, c'était pas un choix, tu vois, c'était une évidence. Il fallait lever des capitaux parce que tu es aussi dans une course. Et ce que j'aime bien rappeler à l'équipe, c'est que c'est vraiment une histoire de timing, l'entrepreneuriat. C'est toi, tu es un surfeur, ta planche, c'est ton produit, mais in fine, ce qui compte, c'est la vague. Donc, il faut que tu trouves la vague. Si la vague passe maintenant, il faut y aller. Et si d'autres arrivent à surfer la vague 1 an avant toi, ça va être très dur de rattraper ce retard. Mais c'est exponentiel, en fait. Quand tu es derrière, le retard que tu prends est exponentiel. Et typiquement, tu vois, regarde sur l'IA. Aujourd'hui, si tu voulais lancer, on va dire, un LLM, tu peux essayer.
Mais je pense que c'est fini. Je pense que les OpenAI, les Anthropic et compagnie, évidemment les hyperscalers classiques type Meta et Microsoft et Google sont impossibles à rattraper. Donc très difficile. Et donc il y avait d'une part le besoin de créer de la confiance, d'autre part le timing, on s'est dit c'est maintenant quoi. Donc on a décidé de lever, on a levé plusieurs fois, on a levé 38 millions d'euros à date. C'est pas une victoire de lever, tu vois. On dit souvent telle boîte a levé, tel valo, c'est génial. Mais ça sert à rien, ça. Ça, c'est juste, c'est du vent. Ce qui compte, c'est il y a combien sur le compte en banque et qu'est-ce que je vais en faire pour que, au final, j'apporte assez de valeur au client pour que lui me fasse confiance et donc que la valeur de ma boîte augmente très vite. C'est ça qu'achètent les investisseurs. Donc, on a choisi cette voie et je ne sais pas si on refera des levées. C'est pas du tout la finalité. Nous, on fait toujours des levées quand on n'en a pas besoin. Le meilleur moment pour lever, c'est quand tu n'es pas en position de besoin, c'est quand tu as le choix. Parce que dans ce cas-là, tu vas voir le marché, tu dis voilà, monsieur marché, je veux lever, mais à mes conditions. Et ensuite, tu te positionnes pas. Et in fine, même si tu lèves pas, tu peux continuer à opérer. Donc nous, on était dans cette position et on a décidé de lever à ce moment-là. On avait déjà décidé de lever à un moment similaire il y a quelques années. Donc ça nous met dans une position de confort qui est quand même très importante. Et tu l'as dit, opérer un business régulé, et on annoncera quand même pas mal de choses bientôt à ce niveau-là, ça coûte très très cher. Et donc, il faut payer des gens. Et donc, soit tu vas doucement, et c'est une bonne voie, soit tu y vas avec un peu plus de capitaux. Et ça te donne l'opportunité peut-être de créer quelque chose d'encore plus gros. Pourquoi tu es à Paris et pas à Dubaï ? Dubaï, c'est vraiment un endroit qui est assez étonnant. C'est un endroit sur lequel mon avis a pas mal évolué au fil du temps, puisque aujourd'hui c'est devenu un hub quand même assez important en Moyen-Orient, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui y vont, peut-être pour le climat fiscal, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'aime la France. Je suis patriote, tu vois. Je veux réussir ici. Je veux créer un champion français pour l'Europe. Je veux essayer je vais essayer d'introduire mon entreprise en bourse. Je veux qu'on soit vraiment un fleuron, quoi, et qu'on rende aussi les gens fiers. Donc, je dois le faire ici. Et j'ai pas prévu de me déplacer. Maintenant, il faut vivre avec son temps. C'est-à-dire que si demain, je vois que l'environnement n'est plus du tout porteur, je prendrai mes responsabilités. Mais je pense pas que ça sera là dans les mois et années à venir. Aujourd'hui, on a un énorme comité ici. On a la majorité de nos gens qui sont en France, d'ailleurs. Et donc, on crée de l'emploi et ça, j'en suis fier. Bon, on espère te garder en France. Je vais tout faire pour. Et c'est pas entre mes mains. Tu vois, c'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, y a plein de gens qui se disent « Ah, j'espère que vous partirez pas. » Mais c'est n'importe quoi, en fait. L'État ne crée pas de richesse. Ce sont les entreprises. Il faut arrêter de croire l'inverse. L'État est là pour redistribuer. D'ailleurs, ça marche très bien en France. On a un amortisseur social qui est hyper efficace. Tu vois, il y a beaucoup moins d'inégalités ici que dans beaucoup de pays développés. Le problème, c'est que il y a trop de, et je pense que tu le vis aussi, il y a trop de limitations, de barrières, d'entraves sur les salariés, le capital, sur tout en fait. Et donc, notre compétitivité, elle n'est pas au rendez-vous. Donc, entreprendre en France, franchement, c'est pas attractif. Qui vient de l'étranger pour entreprendre en France ? Personne. Enfin, personne ne fait ça, ça ne sert à rien, c'est absurde. Les entrepreneurs et les gens sont rationnels. Mais quand je vois là, toutes les discussions qu'il y a à l'Assemblée, je peux te dire que derrière les portes closes, beaucoup de gens sont en train de préparer le départ ou sont en train de partir. Et c'est la folie chez les avocats fiscalistes et chez les ingénieurs patrimoniaux parce que voilà, le climat, il n'est pas favorable. Mais c'est trop dommage. Franchement, on a un super pays, on a tout ce qu'il faut. Donc, comme disait Marc Toiti sur un épisode qu'on avait fait, il faudra peut-être toucher le fond pour rebondir. J'espère que le fond n'est pas trop loin. On a parlé du coup d'entrepreneuriat, on a parlé de salariat. Et maintenant, on va parler d'investissement. Il y a un énorme shift, franchement culturel, notre génération, qui commence à comprendre la puissance de l'investissement. Il y a encore beaucoup de gens qui se disent l'investissement, si ça marche, c'est soit de l'arnaque, soit de la chance. C'est du loto. C'est du loto.
Est-ce que tu peux nous dire concrètement à quoi ça peut ressembler un parcours réaliste d'enrichissement grâce à l'investissement? On va dire que tu commences avec très peu de capital. Tu vois, un exemple que j'adore donner, c'est tu commences avec 1 000 euros. Et ensuite, tu vas investir 150 euros tous les mois dans un ETF S&P 500. Le S&P 500, la performance historique, le rendement annualisé historique, c'est 10%. Si tu fais ça pendant 43 ans, tu auras en gros un peu moins d'1,2 million d'euros. 43 ans, c'est la durée légale pour avoir la retraite. Donc ça, c'est quelqu'un qui a juste mis en place un bon réflexe, jeune, et qui ensuite a profité de ce que tu appelles les intérêts composés, et ce qui est aussi un énorme levier. Un truc qui est simple à comprendre, c'est que faire 10% avec le même placement sur 1 million d'euros et sur 1 000 euros, ça n'a pas le même impact sur ta vie. Et donc les intérêts composés, c'est simplement se dire que tu vas générer des intérêts sur des intérêts sur des intérêts. Donc plus tu as de temps devant toi, plus tu peux accumuler des intérêts et donc faire grossir ton capital. Donc tu vois, là je te parle d'un parcours qui est relativement simple et qui ignore le fait que tu vas avoir des augmentations d'impôts, ça oui, des augmentations de salaire, peut-être que le marché va plus augmenter que les 10%, que tu auras des bonus, enfin bref, tu pourras faire beaucoup plus en réalité. Donc, investir tôt, évidemment, c'est la base. Maintenant, la question qui va se poser, c'est comment j'investis, donc comment concrètement je crée ce réflexe dans l'investissement et ensuite dans quoi j'alloue mes capitaux. Créer le réflexe d'investissement, c'est simple. En France, on sait investir en fait. On s'est épargné. On sait épargner. On ne sait pas investir malheureusement. On est les champions de l'épargne. Les champions de l'épargne, les kangs de l'investissement. Donc on sait déjà épargner. Ce réflexe, il est acquis. Ça, c'est trop bien. Maintenant, c'est juste de dire, plutôt que de mettre cet argent sur un compte courant ou sur un livret A, hormis le matelas de sécurité, donc on va dire 3 à 6 mois de dépenses courantes qui permettent de prévenir les coups durs, il faut mettre l'argent au travail. Et donc là, oui, il y a cette espèce de mythe en France que la pierre, c'est génial. Mais tu vois, là, j'ai vendu un appartement que j'avais acheté il y a 6 ans, en LMNP, un T2 classique, quoi. Sur Paris ? Non, en Savoie, à Chambéry. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai fait du coup la performance. Et en gros, la performance est inférieure à la performance que j'aurais obtenue. Enfin, le return on equity est inférieur à ce que j'aurais obtenu via un MSCI World. Donc, l'apport que j'ai investi, si j'avais juste mis cet apport dans un MSCI World, j'aurais eu plus d'argent à la fin. Quand bien même tu as utilisé un effet de levier sur ton immobilier ? Bien sûr Voilà, que j'avais okay. un effet de levier. J'avais un effet de levier, j'avais un taux à 1,20%. Alors, j'avais mis un apport assez gros parce qu'à l'époque, j'étais au chômage. Donc, avant de créer Finari, j'ai profité de ce dispositif qui est très généreux, mais qui coûte très cher aussi, il faut en avoir conscience. Et la conclusion, c'est que c'est moins rentable. C'est moins rentable. Et je regardais aussi, la taxe foncière a augmenté de 25% alors je crois que c'était 4 ans. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, c'est un peu un tour de passe-passe, quoi. On nous dit, regardez, la taxe d'habitation a disparu, mais en fait, hop, la taxe foncière qui augmente. Donc, ma réflexion, c'était de dire, moi, j'aime bien apprendre quand j'investis. Je n'avais jamais fait d'IMO, donc je voulais apprendre. J'ai acheté un petit bien, c'était super. Je ne regrette pas du tout, c'est vraiment un top projet. Tu as vendu parce que justement, tu savais que ce n'était pas très rentable finalement ? J'ai vendu parce que je ne voulais plus avoir de biens immobiliers en France. C'est ça la raison fondamentale. C'est que je voyais les débats à l'Assemblée nationale. C'était avant, mais je voyais les débats sur le budget, je voyais le déficit. Ça fait 50 ans qu'on est en déficit. Chaque année, l'État dépense plus qu'il ne gagne. Chaque année, depuis 50 ans. C'est fou. Et je me disais, qu'est-ce qui va se passer ? De quoi je peux être sûr ? Ce dont je peux être sûr, c'est que l'État ne sait pas gérer son argent et que l'immobilier ne va pas être déplacé physiquement, même avec l'IA. Donc, a priori, ça va être de plus en plus taxé. Et c'est très populaire de dire on tape sur les propriétaires. Il n'y a personne qui va faire une manifestation parce qu'on tape sur des propriétaires immobiliers, surtout des multipropriétaires. Et donc, moi, je n'avais plus envie de faire partie de ça. Et aussi, j'ai vu que c'était extrêmement contraignant d'avoir de l'immobilier. Donc, j'ai eu tous les aléas un peu classiques. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon investissement. Pas du tout. C'est un très bon investissement si c'est très bien fait. Mais moi, non seulement ça ne m'intéressait pas plus que ça, je voyais que ça allait être de plus en plus taxé et je n'avais pas envie de faire partie de ce truc-là. Et en plus, la charge
enfin, la charge cognitive que ça générait chez moi, quand je la mettais en face du rendement, je me disais, bon là, ça n'a aucun intérêt. Et donc, tu vois, on en revient aussi au truc de l'entrepreneuriat. C'est savoir couper des positions. J'aurais vendu ce bien, d'ailleurs, même à perte. Je l'ai vendu avec une plus-value. Okay. J'aurais vendu à perte. Tu aurais été prêt parce que ça te prenait trop de charge mentale. Ça mentale. me prenait la tête, franchement. Et ce n'est pas un sujet, en fait, pour moi. Il se trouve que le marché a été plutôt positif et c'est un bon bien, donc il a été bien vendu. Mais je l'aurais vendu à perte pour vraiment ne plus avoir cette charge et pouvoir me concentrer sur un objectif qui est Finari. Et donc là, j'ai un autre bien, je suis en train de le vendre aussi. Enfin, j'ai signé un compromis et j'espère que ça va aller au bout. C'est un autre bien en France encore ? Ouais, c'est un autre bien en France. Là, tu n'auras plus d'immobilier en France ? Non, j'aurai plus d'immobilier en France. Alors, j'aurai des SCPI, donc indirectement, j'ai de l'immobilier, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, j'ai pas de résidence principale. Mais c'est un truc que j'ai toujours dit. Enfin, tu vois, on peut regarder mes vidéos il y a quelques années déjà. Je disais déjà que l'immobilier, surtout la résidence principale, c'est pas quelque chose qui m'attire. Ça veut pas dire que c'est pas un bon investissement. C'est pas dire qu'il faut pas l'acheter, etc. Encore une fois, c'est très personnel. Mais c'est vrai que dans une logique purement financière, je trouve pas ça si rentable que ça. C'est extrêmement compliqué à opérer et moi, ça ne m'intéresse pas. Et donc, au final, je trouve qu'il y a d'autres alternatives qui sont très intéressantes et surtout qui sont beaucoup plus simples. Aujourd'hui, je valorise beaucoup la liquidité. Tu vois, là, je vois, les marchés sont plutôt dans le rouge. Si tu n'as plus envie d'être dans le marché, tu appuies sur un bouton, tu vends. Si le marché immobilier dégringole, tu peux mettre en vente ton bien, mais l'argent, tu l'auras dans 9 mois, au mieux. Au pire, dans 1 an et demi, dans 2 ans. Et tu auras peut-être coupé ton prix 3 fois, tu vois, parce qu'en fait, il n'y a personne pour te le racheter. Donc, il faut vraiment mettre dans la balance le pour et le contre. Donc, on a tendance à surestimer l'importance de l'IMO et à sous-estimer la bourse parce qu'on a cette image d'Épinal, du casino, des traders. En fait, tu vois, 79% des Français pensent qu'ils ont plus de chances de gagner au loto qu'au casino, qu'en bourse. Qu'en bourse. Donc, c'est fou. Maintenant, la bourse, c'est l'économie réelle, en fait. C'est les grandes entreprises qui te permettent d'en posséder un petit bout. Et l'idée, évidemment, c'est pas d'acheter une action plutôt qu'une autre, c'est d'acheter l'ETF, l'espèce de playlist de toutes les plus grosses sociétés européennes, américaines, mondiales, japonaises, peu importe. Moi, j'aime bien l'idée de dire MSCI World, c'est l'indice global. Tu achètes ça, tu as une ligne sur ton compte, ton PEA, ton assurance vie, ton compte titre, plutôt le PEA, du coup, si tu commences, mais tu as une ligne et après, juste tu investis tous les mois. Et c'est ça le plus important. En fait. Et ça prend pas de temps. Parce que tu as raison aussi de dire que l'immobilier, ça te prenait du temps. Enfin, ça te prenait en tout cas de la charge cognitive. Peut-être que tu déléguais. Mais alors, ça te grève forcément ta performance. Même quand tu délègues, ça te prend du temps. Parce que s'il y a un problème, l'agent, il va t'appeler, il va te dire, bon, en fait, machin veut pas payer, qu'est-ce qu'on fait ? Ou il faut remplacer le chauffe-eau. Et c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu comprends de suite que le temps qu'on te prend pour ton immobilier, c'est peut-être du temps en moins pour toi, pour continuer tes activités et ta boîte. Quand tu es salarié, peut-être des fois moins, tu vois, tu prices pas directement ton temps et donc tu ne comprends pas finalement que ta vraie rentabilité sur ton immobilier, c'est à la fois l'argent que tu as mis, mais c'est aussi le temps que tu as mis. Parce que si ce temps, tu l'avais investi ailleurs pour faire autre chose, peut-être que tu aurais gagné plus d'argent. Ouais. Et donc finalement, c'est ça aussi l'intérêt de la bourse. À la fois, ça peut être plus performant, comme tu disais, mais en plus, ça prend pas de temps. Avec des ETF, c'est ce qu'on appelle la gestion passive. Il n'y a pas de fuite d'eau dans les ETF, donc c'est assez pratique. Et d'ailleurs, quelle classe d'actifs, toi, tu estimes ? Quel placement tu estimes ? Tu as parlé des SCPI, tu as parlé de la bourse. Est-ce qu'il y a d'autres placements qui t'intéressent ? Déjà, peut-être pour boucler la boucle sur les SCPI. Les SCPI, on parlait tout à l'heure de Nicolas de Avenue des Investisseurs, que je salue. Lui, il avait écrit un article où il disait, voilà, moi j'ai fait de l'IMO, en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop contraignant, maintenant je fais de la SCPI. Et je me souviens lire cet article et je me suis dit, je me reconnais là-dedans. J'ai pas encore fait beaucoup d'IMO, mais je vais quand même faire de la SCPI en parallèle pour découvrir aussi. Encore une fois, toujours dans cette approche de cette idée d'apprendre avant tester avant de mettre. Je vais pas mettre all-in le premier cours. Tu vois, je sais pas, t'apprends à conduire, t'apprends pas sur une Formule 1, t'apprends sur une Renault Clio, sur un parking. Ouais. Et donc voilà, petit tour de piste. Moi, j'aime bien les SCPI. Il se trouve que j'ai pas trop mal choisi mes SCPI, donc j'ai pas eu j'ai pas eu de baisse de part, de prix de la part pendant la crise qu'il y a eu, qui a toujours d'ailleurs sur l'IMO. Maintenant, c'est pareil. Il n'y a pas de martingale, c'est-à-dire que il y a des avantages. Il y a des inconvénients, les frais en sont un, le fait que tu n'es pas liquide non plus. Il faut arrêter de croire que les SCPI sont des investissements liquides, ce n'est pas le cas. L'immobilier n'est pas liquide. Mais c'est une façon intéressante de le faire. Et surtout, tu peux être un peu malin, tu peux faire de la nue propriété, tu peux aussi faire de l'usufruit avec ta holding. Et en fait, tu peux même faire les deux
Et donc, quelque part, être gagnant-gagnant en perso et en pro, c'est un schéma qui paraît un peu compliqué, mais qui en réalité est assez simple. Ça, c'est assez intelligent, tu vois. Tu peux aussi faire du crédit sur la SCPI. Tu peux faire du crédit, tu vas devoir mettre de ta poche en parallèle, mais bon, voilà. Donc, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est une façon vraiment passive pour le coup de faire de l'IMO. Tu vois, moi, je reçois mes loyers de SCPI, je ne fais rien. Par contre, je paye des revenus fonciers dessus et ça, c'est assez violent. Et avec de bonnes SCPI, la majorité des Français qui investissent en IMO auraient une rentabilité supérieure en SCPI qu'avec leur immobilier. Ah, mais évidemment. Donc, en plus, et sans charge mentale, sans charge cognitive, comme tu disais. C'est quand même assez intéressant. Mais tu vois, souvent, quand je dis ça, mais encore hier, j'étais avec quelqu'un qui me disait « Oui, mais si tu as un appartement, tu as un toit au-dessus de la tête, si tout fout le camp. » Mais si tu as 1 million d'euros sur ton compte bancaire, t'inquiète que le toit au-dessus de la tête, tu peux te l'acheter. Enfin, il n'y a pas de problème. Hein. Au pire, tu vas à l'hôtel, tu vas au Crillon, tu peux te loger pendant 2 ans si tu as envie. Enfin, tu vois, ce truc de toit au-dessus de la tête, je le comprends. Mais c'est pas rationnel, en fait. Ouais. Si tu as des moyens, tu peux louer, etc. Si tu as envie, par contre, d'avoir ton chez-toi, mais ça n'a rien à voir. Tu peux acheter ton chez-toi. Mais l'exemption d'impôt sur la plus-value sur la résidence principale, vous pouvez imprimer ce que je vais dire là sur une blockchain si vous voulez, ça va finir par sauter, partiellement. C'est sûr. C'est qu'une question de temps. C'est vraiment qu'une question de temps. Puisque c'est une énorme niche fiscale. Elle est géniale, cette niche fiscale. C'est ce qui a permis à l'immobilier de se développer, à beaucoup de gens de s'enrichir énormément. D'ailleurs, petit hack, si vous voulez faire ça de façon un peu industrielle, vous achetez des biens locatifs, vous en faites votre résidence principale pendant 1 an, puis vous le vendez. Et ensuite, vous refaites l'opération. Il y a une jurisprudence, il y a un couple qui a fait ça 10 fois de suite. Ils ont gagné. Et donc, ils n'ont pas payé d'impôt. Et là, c'est une autre martingale, quoi. C'est vraiment, tu vends des biens sans plus-value. C'est génial. Mais tu as raison, parce que aussi de dire, le LMNP, c'était vraiment la niche par excellence pour investir dans le locatif. Et peu à peu, on est en train de la détricoter. Ah oui, on réintègre les amortissements. Et puis bientôt, en fait, tu ne pourras plus faire les amortissements. Et c'est aussi pour ça que je vends, tu vois. En fait, il faut s'imaginer que la France, c'est un terrain de foot où on change les règles en cours de jeu. On te dit, bon, allez, c'est à 11 contre 11. Et ensuite, maintenant, c'est à 14 contre 11. Et c'est toujours en ta défaveur. Là, le LMNP, moi, j'ai commencé en 2019. Alors, on me disait déjà, attention, ça va sauter. Ça a quand même duré 6 ans avant que ça saute. Donc, tu vois, il y a eu du temps. Et j'en ai bien profité. Et les gens commençaient à dire, non, chaque année, on dit que ça va sauter, mais t'inquiète, ça ne sautera jamais. En fait, l'État est trop endetté. Mais donc, pour continuer sur les classes d'actifs, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'intéresse ? Moi, j'aime bien la crypto. La crypto, disclaimer, c'est très volatile. Donc, est-ce que tu es prêt à encaisser une baisse de 10-20% dans la journée ? Si la réponse est non, tu oublies. Si tu es prêt à allouer une petite partie de ton capital pour le très long terme, ouais, je pense qu'avoir du Bitcoin, avoir de l'Ethereum, avoir quelques cryptos, on va dire blue chips, enfin les grosses cryptos, ça peut être intéressant, mais c'est pas du tout c'est pas la location cœur, c'est satellite, tu vois. Et donc, pareil, moi j'ai mon plan d'investissement qui tourne sur Finari et j'achète du Bitcoin chaque semaine. Voilà, c'est pas un gros truc dans mon patrimoine, mais j'ai envie de le faire évidemment. Et je pense que, et je vois d'ailleurs, il y a plus de jeunes qui ont de la crypto que de jeunes qui ont des actions. C'est une étude AMF qui s'appelle le baromètre de l'épargne qui sort chaque année. C'est quand même assez intéressant. Donc c'est aussi comme ça que beaucoup de jeunes ont débuté dans l'investissement, parce que c'est simple, parce que c'est assez attractif. Mais voilà, le cycle, c'est toujours le même. C'est les gens qui commencent en crypto, ils commencent par acheter toutes les cryptos qui ont des noms de chiens et des trucs un peu à la con. Ensuite, ils ont perdu 90% de leur patrimoine. Et ensuite, ils se disent « Ah, en fait, je vais faire du BTC ou je vais faire de l'Ethereum ou je vais faire des trucs sérieux et je vais juste faire du DCA, enfin, je vais investir régulièrement. » quoi. Donc, si vous pouvez éviter la phase faire n'importe quoi, voilà, vous deviendrez peut-être riche en crypto, ça arrive, mais la plupart du temps, il faut juste rester dans le marché. Tu vois, moi, j'ai acheté du Bitcoin. Alors, malheureusement, je l'ai revendu très rapidement après, mais j'ai acheté du Bitcoin à 1 000 € à l'époque et je me disais « Jamais on reverra des prix comme ça. » C'est vraiment, j'avais l'impression d'être l'idiot du village et d'acheter le top absolu. Bon, voilà, aujourd'hui, on est à 80 000. J'ai revendu entre-temps, mais j'aurais fait x80, tu vois, en faisant rien. x80, c'est pas normal. Enfin, c'est pas des rendements qui sont naturels. Donc, la crypto, c'est intéressant, mais il faut en avoir conscience que c'est assez extrême comme volatilité, donc comme variation de prix. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le private equity qui est... il y a vraiment 2 mondes dans le private equity, on va dire. Il y a le vrai private equity, c'est-à-dire le private equity où il faut être investisseur professionnel. Là, tu peux avoir accès aux top fonds qui ont des performances qui sont énormes. On parle de TRI de 15, 20%, 25%.
Ça, c'est pour les hauts patrimoines. Donc, nous, en gestion privée, on propose du private equity à des gens qui sont capables de mobiliser à minima 100 000 euros, mais généralement, c'est beaucoup plus. Ils vont mettre, 500 000, 1 million d'euros. Et surtout, ils sont prêts à être bloqués pendant 10 ans. Parce que c'est ça, le private equity. Hein, tu es bloqué. Alors, tu peux prendre des raccourcis en faisant du secondaire, etc. Mais on va dire que c'est 10 ans. Minimum. On peut proroger les délais et on peut en fait aller jusqu'à 14 ans la plupart du temps. Donc, c'est long, 14 ans. Par contre, c'est vrai que quand tu as la machine qui s'est mise en route, ça peut être magique parce que si tu fais 15% de TRI et que ça fait 5 ans que tu investis, tu commences tu n'as plus à investir, tu commences à avoir des distributions. C'est comme des dividendes en fait. Tu n'as plus à décaisser. Tu n'as plus de moins en moins à décaisser. Et donc c'est vrai que je le vois, tu vois, dans les portefeuilles de certains de nos clients qui le font depuis longtemps. C'est le cheat code pour créer de l'argent, ce truc-là. Hein. Quand même, faut bien, c'est vraiment l'investissement par excellence qui est que accessible aux super riches. C'est ça. Et maintenant, il y a une vague de démocratisation du private equity. Moi, j'ai une position assez claire là-dessus. Je ne pense pas qu'il faille démocratiser le private equity parce que c'est une classe d'actifs qui est hautement illiquide. Et quand je vois l'éducation financière de l'investisseur lambda, je pense que la plupart ne mesurent pas vraiment le risque qu'ils prennent. Donc, est-ce qu'il faut en faire ? Oui, si tu as un haut patrimoine. Je pense que c'est hyper intéressant. D'ailleurs, tu regardes le UBS Wealth Report, comment investissent les milliardaires, 5% d'IMO et 40% de private equity. 40% d'actions et après un peu de trucs alternatifs. On se dit, ils ont de l'or, ils ont des tableaux. Ça, c'est peanuts. Ils ont des actions, des obligations. Ils ont du private equity, les top fonds. Et après, le reste, c'est anecdotique. Donc, je suis très fan pour les hauts patrimoines, pas fan pour monsieur et madame tout le monde. Et ensuite, j'ai envie de dire, il y a plein d'autres investissements, mais c'est de la passion, tu vois, c'est des actifs alternatifs. Les cartes Pokémon, le vin, les voitures et tout. Si tu es passionné de voitures, ouais, achète des voitures de collection si ça t'amuse et que tu as les moyens. Mais fais ça à la marge et fais-le par plaisir. Ne le fais pas par appât du gain parce que la majorité des gens ne gagneront pas d'argent là-dessus. Il y a pas mal aussi de fausses solutions d'investissement. Ouais, il y en a plein. Est-ce que tu crois aux robots traders, au trading en bourse, par Non. exemple ? Non, absolument pas. En fait, c'est simple. Imaginons que j'ai trouvé la pierre philosophale, la martingale pour gagner de l'argent. Pourquoi je te la vendrais ? Ça n'a aucun sens. Personne ne fait ça. D'ailleurs, les meilleurs hedge funds sont souvent fermés ou sont souvent réservés aux salariés, aux membres de l'équipe, parce qu'ils n'ont aucune envie de faire partager tout le monde, en fait. Donc, c'est évidemment des conneries, ça n'existe pas, ça ne marche pas, et c'est la meilleure façon de perdre son argent. Et ça revient un peu à ce qu'on disait au début sur l'appât du gain, l'envie d'aller trop vite, de brûler les étapes. Il n'y a pas de raccourci dans la vie. Il n'y a pas de raccourci. C'est long, c'est difficile. Et quand on fait du DCA sur un ETF, c'est assez ennuyeux en réalité. Mais non, j'y crois absolument pas. Et d'ailleurs, je ne crois pas non plus aux produits défiscalisants. Ça, c'est vraiment une connerie absolue, ce truc-là. Peut-être le PER ? Ouais, le PER, mais pour moi, c'est pas... Alors déjà, c'est... Sur les produits défiscalisants, c'est simple. C'est si on vient vous voir, on vous dit « Regardez, il y a une réduction d'impôt », bah, c'est fini. Vous arrêtez, vous vous raccrochez, vous partez, vous arrêtez l'interaction. Un Pinel sur 2 faisait perdre de l'argent. Ouais, voilà, mais ça, c'est des études, c'est la Cour des comptes qui a fait cette étude. Bon, ça n'existe plus, mais c'est catastrophique. Qui gagne de l'argent dans le Pinel ? Celui qui le vend. Qui gagne de l'argent dans le Malraux ? Celui qui le vend. Donc franchement, n'y allez pas. Un investissement doit être rentable, puis on optimise la fiscalité derrière. Pas dans l'autre sens. On ne fait pas d'abord la fiscalité. Le PER, c'est assez particulier. Je pense qu'il y a un cas qui est intéressant, c'est si ta tranche marginale d'imposition est supérieure à 30% ou encore mieux supérieure à 41%. Enfin, encore mieux, tant pis pour toi, mais tant mieux ou tant pis, je ne sais pas. Mais en tout cas, si elle est élevée, tant mieux, mais ça fait quand même mal. En tout cas, plus ta TMI, ta tranche marginale est élevée, oui. Quand il y a des gens qui viennent me voir, qui ont une TMI extrêmement faible à 11 et qui me disent « j'ai un PER », je leur dis « mais pourquoi vous faites ça ?» Et quand tu creuses, c'est « ah bah oui, le conseiller m'a recommandé ça, c'est génial ». Parce qu'en plus, le PER, il ne faut pas oublier que c'est un produit bloqué. Donc, pour les conseillers, tu as des frais pendant 30 ans, c'est génial. Donc, le PER, oui. Regardez ce qu'il y a dedans et surtout, regardez si c'est adapté à votre situation. Mais voilà, ça peut être un des seuls. Ça peut être un des rares. De réduction d'impôts, en tout cas. Ça peut être un des rares. D'ailleurs, je crois qu'ils sont en train d'essayer de raboter aussi la somme. Parce que tu accumules un espèce de crédit pendant 3 ans. Et si tu ne l'utilises pas, tu le perds. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est en train d'être remis en cause. Donc,
Ouais, On est le en train cumul de des plafonds non Exactement, utilisés. exactement. Ouais. Et ça saute au bout d'un moment, donc 3 ans. Donc, faut regarder sur votre avis d'imposition, tout en bas, il y a votre plafond actuel. Et si vous l'avez jamais fait, c'est vrai que la première année, c'est sympa parce que ça permet d'effacer beaucoup d'impôts. On a fait le tour des 3 piliers. Ouais. Avant de finir, je voulais te poser quelques petites questions peut-être un peu plus personnelles. Est-ce qu'il y a un moment où l'argent, ça t'a desservi, où ça t'a rendu malheureux et c'est pas allé dans ta volonté de devenir libre, justement? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que l'argent est un poids? Oui, évidemment. Ça, c'est peut-être indécent de dire ça, mais oui, c'est un poids parce que plus t'en as, plus les enjeux sont importants. Maintenant, on trouve assez rapidement des solutions et quand j'ai vendu mes parts le jour de l'IPO de Trainline, j'ai gagné 500 000 euros ce jour-là. Alors, j'ai payé des impôts, donc j'ai pas touché 500 000 euros. Merci pour la collectivité. J'ai payé 120 000 euros d'impôts, je crois, cette année-là. Ok. J'ai calculé, un Français en moyenne paye, de mémoire, 150 000 euros d'impôts durant une vie. J'ai payé quasiment ça en un an. C'est dur. Mais du coup, derrière, ça a été assez dur parce qu'en fait, j'ai un peu perdu mes repères. Parce que déjà, j'avais atteint l'objectif que je m'étais fixé. Et tu vois, j'entendais un champion de tennis en parler. Il disait, quand tu gagnes en fait, le tournoi dont tu rêves depuis des années, en fait, tu ne sais plus quoi faire parce que tu n'as plus de sens dans ta vie. Enfin, tu te levais tous les matins pour aller gagner Roland. Tu gagnes Roland. Déjà, la joie est de très courte durée puisque tu te dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc, j'ai eu un espèce de... Enfin, c'était pas l'argent, mais c'était plutôt l'atteinte de l'objectif qui m'a un peu fait perdre mes moyens. Donc, il y a eu un moment de flottement. Et ce que j'ai découvert à ce moment-là, qui m'a beaucoup aidé et que j'applique toujours, c'est que je me suis dit, il ne faut pas que je prenne de décision maintenant. Je vais rien faire. Et je vais attendre de voir ce dont j'ai envie. Et donc, mon train de vie n'a pas du tout bougé pendant assez longtemps. Et peu à peu, je me suis rendu compte que, tiens, j'aimais bien, par exemple, aller dans tel type de resto. Et c'est OK. Ou le tennis. Ou le tennis, tu vois. Mais ça j'ai mis beaucoup de temps à le faire. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre aussi la valeur du temps. Parce que Bernard Arnault et moi, et toi, on a 24 heures dans une journée. Et on va tous mourir. Et ça, c'est un peu triste, mais ça nous rend égaux devant ça, tu vois. Et donc, optimiser ça, c'est hyper important. Mais en tout cas, le moment où ça m'a fait un peu perdre pied, c'est quand je me suis rendu compte que j'avais plus d'objectifs. Et j'ai décalé les décisions, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. J'ai pris le temps, et j'ai fait des petits choix. Tu vois, j'ai fait des petits investissements qui m'ont permis, des fois, de me sortir d'un mauvais placement, et des fois, de faire un bon placement, mais de découvrir que ce n'était pas pour moi, comme l'IMO. Ok. Et tu parlais du fait que tu travailles le dimanche. Ouais. Quel a été le plus gros sacrifice que tu as fait peut-être pour l'entrepreneuriat ou en tout cas pour devenir libre, justement? C'est passer peu de temps avec ma famille, tu vois. C'est ça le plus gros sacrifice. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, évidemment. Encore aujourd'hui. Je pense que, tu vois, j'habite dans un quartier de Paris où il y a beaucoup de bars. Et je vois les gens en terrasse quand je rentre le soir ou quand je balade mon chien. Et moi, je vais plus en terrasse, tu vois. Je vais plus au bar, je vais plus boire des coups. Je vois mes amis très rarement, en réalité. Alors, on s'écrit, on prend des nouvelles et on s'appelle et tout. Mais, tu vois, c'est quand, je sais pas, je suis entre deux rendez-vous, je vais prendre un Uber juste pour pouvoir appeler quelqu'un et pour me dire, tiens, je vais prendre des nouvelles d'un tel parce que je le vois pas. Quand Finari aura tout explosé, tu comptes changer ça? Je sais pas, parce qu'en fait, c'est pas comme si je souffrais, tu vois, j'adore ce que je fais. Mais il y a quand même cette espèce de musique que j'entends beaucoup, qui est que tu ne retrouveras jamais les années que tu n'as pas passées avec ta famille et tout. Donc j'ai envie d'investir plus de temps là-dedans et je le fais déjà. Et le truc que j'ai trouvé qui marche bien, c'est plutôt que de passer beaucoup de temps, parce qu'on n'habite pas dans les mêmes villes, etc., c'est de passer du temps de qualité. Et donc, typiquement, je vais les inviter et on va aller faire un petit voyage ensemble. C'est rien de fou. C'est juste qu'on va se mettre dans une bulle et on va créer des super souvenirs. Et franchement, ça, c'est trop bien. Mais j'aimerais quand même en avoir plus parce que, évidemment, tu vois, je rate plein de choses. Mais encore une fois, c'est l'envers du décor. Et quand je vois les entrepreneurs qui vont à toutes les soirées, à toutes les conférences, à tous les trucs, et moi, je vais à aucune conférence, je vais à aucune soirée. Les gens que j'admire,
mais tu les vois jamais, en fait. Ils sont au bureau, en train de bosser. Enfin, c'est pas du tout la fast life, on est dans des jets. On est au bureau et on fait des mails. Voilà. En gros, c'est ça la réalité du truc. Donc, le sacrifice, il est quotidien. Mais franchement, moi, j'ai pas l'impression de rater grand-chose, si ce n'est pour la famille. Et ça, je te dis, c'est un sujet sur lequel je travaille. Pour finir, c'est la signature de ce podcast qui s'appelle Secret d'investisseur. Si tu devais garder un seul secret, un seul conseil pour ceux qui nous écoutent pour devenir riche aujourd'hui, ça serait lequel? Vaste question. Détenir du capital. Moi, je retiens surtout ça de notre interview. Détenir du capital, évidemment. Ce serait paradoxalement, ce serait quand même de se lancer. Lancez-vous. Moi, j'ai jamais eu j'ai pas eu, tu vois, de momentum en ma faveur sur l'entrepreneuriat. J'ai plutôt eu des craintes dans mon entourage. On me disait que ça allait pas marcher, etc. J'avais rien dans mon entourage qui me poussait à le faire. Mais au fond de moi, j'avais cette musique, cette petite voix qui me disait t'as pas le choix de toute façon, c'est fait, tu peux que faire ça, tu sais que faire ça. Et franchement, ce que je vis aujourd'hui, c'est incroyable. C'est incroyablement dur aussi, mais c'est quand même génial. Et j'ai écouté ma petite voix, donc au-delà de l'investissement, et ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, juste écoutez votre petite voix, parce que, tu vois, quand tu vas être sur ton lit de mort, t'as pas envie d'avoir de regrets, quoi. T'as pas envie d'avoir de regrets. Donc, aucun regret, écoutez votre petite voix, et du coup, vous allez forcément, je pense, créer quelque chose. Et ouais, si vous pouvez détenir une partie du capital, ça vous aidera financièrement. Ben merci beaucoup, Mounir, et on Mathieu. espère que Finari deviendra le fleuron français que tu rêves. J'y bosse tous les jours. Salut, à la prochaine. Salut.